Bonjour à toutes et à tous. Continuons avec l'étude du chromosome et aujourd'hui on va faire la culture cellulaire et marquage chromosomique. Comme toujours, on va commencer par une petite introduction. Comment on obtient les préparations chromosomiques? Par définition, l'analyse du karyotype nécessite l'obtention de métaphases au sein du clone tumoral. Le premier corollaire de cette évidence est la nécessité absolue de travailler sur un prélèvement tumoral qui est viable, rapidement mis en culture. Donc la nature des prélèvements varie selon le type de la pathologie. Donc la moelle obtenue par ponction, éventuellement sur biopsie ou bien fibrose. Le sang, s'il y circule bien sûr des cellules pathologiques susceptibles de se diviser, ou bien le produit d'aspiration d'un ganglion, de rate, d'un infiltrat quelconque prélevé chirurgicalement. Donc, la moelle osseuse est le prélèvement de choix dans les leucémies aiguës et les syndromes myéloprolifératifs. Par contre, le sang est principalement utilisé dans les syndromes myéloprolifératifs de type LLC, leucémie lymphoïde chronique, mais peut également aussi être utilisé dans les leucémies aiguës avec blastose sanguine. On va commencer par les techniques de culture cellulaire. Les chromosomes ne sont visibles que pendant une courte période du cycle cellulaire, lors de la division cellulaire, que ce soit mitose ou bien méiose. Toutes les techniques cytogénétiques visent donc à obtenir un maximum de cellules bloquées à ce stade. L'analyse chromosomique nécessite la préparation des lames riches en étalement chromosomique, ce qui est réalisé en 3 étapes. La première, c'est de mettre en culture les lymphocytes stimulés par un agent mitogène. La deuxième, c'est de faire accumuler les cellules en métaphase, stade cellulaire auquel les chromosomes sont les mieux individualisés. Et enfin, récolter les cellules et préparation des étalements chromosomiques. Donc là, on va vous montrer toutes les étapes de réalisation d'un karyotype en bande G. Donc, on va prélever à peu près 0,5 ml de sang dans 5 ml de milieu de culture. On ajoute un agent mitogène pour avoir plus de place, c'est-à-dire cellules qu'on peut visualiser, qui vont nous donner par la suite de bons cellules en interphase ou bien en métaphase. Donc, ces agents sont en général la PHA, la phytohémagglutinin. Et après, on va faire une culture cellulaire selon la pathologie. Donc, on peut faire, c'est pas noté ici, donc on peut avoir une culture de 24 heures si, par exemple, la moelle est très riche. Et on peut faire aussi une culture de 48 heures en général pour les LMC. 72 heures, ça concerne surtout les myélo, par exemple, on va dire les LLC. LLC, en général, on les cultive à 72 heures. Après la culture, on va ajouter de la colchicine. La colchicine, c'est un agent qui va bloquer les cellules en division au stade métaphasique. Après, on va poursuivre la culture pour quelques dizaines de minutes et on ajoute de la solution KCl. C'est une solution hypotonique qui va faire éclater les cellules par un effet d'osmose. Après cette étape, on va fixer la cellule par le carnois qui est un mélange d'acide acétique et de méthanol. Enfin, bien sûr, on va étaler sur les lames et on va faire une digestion par la trypsine concernant bien sûr si on va faire un bonding. Là, c'est une métaphase qui est colorée au Giemsa. Concernant la coloration, donc on utilise ce colorant qui est un mélange complexe de molécules, principalement du groupe des thiazines chargées positivement qui vont interagir avec les groupements phosphates de l'ADN, puisque l'acide de l'ADN, il est chargé négativement. Par contre, la liaison thiazine-ADN provoque une diminution de la longueur d'onde d'absorbance du colorant qui passe du bleu pâle au bleu foncé. Marquage chromosomique ou bien le bonding. C'est quoi le marquage? Donc, c'est une propriété la plus exploitée paradoxalement la moins bien comprise des chromosomes et de présenter le long de leur
bras, à la suite de coloration ou de traitements particuliers. Des bandes plus ou moins colorées dans la succession constituent un motif précis et reproductible. Donc, cette propriété très précieuse permet d'identifier les chromosomes. Donc, le bandique, il est fait pour permettre de mieux identifier les chromosomes, bien sûr, de les assembler dans un karyotype et de décrire finement des remaniements chromosomiques, de localiser des marqueurs et de comparer les chromosomes entre eux et bien sûr entre espèces proches ou éloignées. Il existe deux principales techniques de marquage chromosomique en bande. On utilise les bandes qui reproduisent, par exemple, ou bien les techniques, pardon, qui reproduisent les bandes sur toute la longueur des chromosomes. Donc, c'est les bandes QGR. Et celles qui ne marquent spécifiquement qu'un nombre réduit de structures, c'est les bandes C et les bandes NOR. Commençons par les bandes structurales, donc les bandes Q. Cette technique est la première technique de marquage chromosomique mise au point dès 1968 par Casperson et son équipe. Le motif induit par la kynacrine, donc on colore par la moutarde de kynacrine ou bien la 4,6-diindole d'API, qui résulte d'une excitation et d'une extinction différentielle du fluorochrome selon la richesse en AT de l'ADN et selon la présence ou non de certaines protéines. Les bandes Q permettent notamment de repérer les régions hétérochromatiques des bras courts P, des chromosomes acrocentriques et aussi des bras longs Q du chromosome Y. On passe au bond G. La coloration en bond G est la technique la plus utilisée pour faire paraître ces bandes. Les chromosomes étalés sur l'âme sont dénaturés brièvement par la trypsine, puis colorés par le colorant GEMSA. Donc, on les appelle les bandes G. Pourquoi? C'est par rapport au colorant GEMSA, première lettre. Cette action est pour effet de dérouler les boucles de chromatine et de permettre la coloration de squelettes protéiques associés à l'alignement AT. Pourquoi? Parce que les bandes G vont digérer toutes les liaisons CG et ne laisser que les liaisons AT qui seront par la suite colorées. Donc là où vous voyez la coloration dense sur les chromosomes, par exemple ici, donc c'est des zones qui sont riches en AT. Par contre, par exemple pour le chromosome 1, on voit très bien les antélomériques qui sont très claires. Pourquoi? Parce qu'elles sont riches en CG. Elles ont été digérées par la trypsine et non colorées par la suite. Donc tout ce qui est coloré, c'est une richesse en AT et tout ce qui est incolore, c'est des régions qui sont riches en CG. Les bandes R, d'où la nomination de réverse, c'est-à-dire c'est l'inverse du bande G. Tout ce qui est clair en bande G va être foncé, coloré, foncé. Voilà, on le voit très bien sur le chromosome 1. Donc, les antélomériques qui étaient clairs par les bandes G, par coloration au bande G, vont être foncés par les bandes R. Donc, ils correspondent aux régions euchromatine riche en base CG. Les techniques en bande R donnent une répétition des bandes inverses de celui des bandes G. Cette technique est particulièrement utile pour examiner les extrémités des bras des chromosomes qui apparaissent sombres par cette méthode. Donc, on utilise pour cette technique un tampon à haute température, c'est-à-dire 60, on va dire 68 degrés. Donc là, la température élevée va, c'est-à-dire va détruire toutes les liaisons AT qui sont plus faibles, c'est-à-dire plus sensibles par rapport au CG, puisqu'il n'y a que deux liaisons d'hydrogène, et va ne laisser que la liaison CG. Donc tout ce qui est riche en AT va être dénaturé, non coloré, c'est les zones claires, et tout ce qui est riche en CG, c'est-à-dire qui a résisté à la température, va être coloré en foncé. Les bandes T, c'est une sous-classe des bandes R, les plus résistants à la dénaturation thermique en raison de leur richesse, comme je viens de le dire, en base CG, parce qu'il y a 3 liaisons, et sont situées en majorité, mais pas seulement dans les régions terminales, c'est-à-dire dans les régions des télomères. Ces régions correspondent aux régions plus riches de CG1, le long des chromosomes. Elles sont mises en évidence par les techniques NOR, qui consistent en un dépôt de nitrate d'argent révélant les organisateurs nucléolaires. Donc, ces structures correspondent aux régions du génome contenant les gènes qui codent pour les ribosomes. Sur cette image, donc, on voit bien une métaphase. Après imprégnation
argentique des organisateurs nucléaires, donc on colore avec noir, et on va démontrer que les télomères qui vont être bien sûr sombres pour cette coloration. Le reste va être clair. Les bandes C, c'est une technique qui colore sélectivement l'hétérochromatine constitutive, donc au niveau du centromère, mais elles peuvent être colorées ailleurs selon les espèces étudiées. Donc, elles contiennent des séquences hautement répétées riches en base AT ou bien CG selon les sites et les espèces. Elles se répliquent bien sûr tardivement durant la phase S de l'ADN. Donc, les bandes C sont révélées après traitement successif par 3 bains. Donc, on met un bain d'acide, alcalin et salin. Donc, 3 bains qui sont à température élevée. Donc, on va imprégner les chromosomes qui sont étalés sur l'âme, sur les 3 bains, à forte température. Comme ça, elles seront digérées et toutes les ondes seront digérées, sauf les régions qui sont fortement répétées au niveau du centromère. Et du coup, lorsqu'on va colorer, donc on va bien sûr avoir la coloration qu'au niveau du centromère. Les bras courts des chromosomes macrocentriques peuvent être aussi visualisés par une coloration argentique. Donc, on utilise cette technique en général pour détecter les anomalies de nombre. Donc, au lieu d'avoir une métaphase difficile à compter, donc on va colorer les régions centromériques. Ça va faire apparaître que le milieu du chromosome et ça va nous donner, on va dire, une possibilité ou bien ça va être plus facile à dénombrer. On passe aux bandes dynamiques. Donc, les bandes dynamiques nécessitent l'incorporation d'un analogue de base qui est le BRDU. Donc, le U qui va remplacer le T. Donc, c'est une on va dire l'ADN chromosomique durant un intervalle de temps donné de la phase S de cycle cellulaire, c'est-à-dire il va être marqué à ce stade. La substitution de la thymine par le BRDU modifie les propriétés de la coloration de la chromatine, étant donné que le chromatine se répartit en 2 fractions, donc l'une se réplique durant la première phase, c'est-à-dire la phase précoce, et l'autre en tardive, la deuxième moitié de la phase. Après traitement particulier de coloration, marquage GOR, donc peut être mis en évidence selon le moment où l'incorporation de l'analogue s'est produite. Donc, on appelle ça une synchronisation. Donc, maintenant, en laboratoire, ils utilisent juste des solutions A et B à un intervalle de plusieurs heures et ils vont faire rentrer les cellules toutes en même temps à la phase S. Donc, on n'aura pas un chromosome qui est petit et un chromosome qui est lent. Donc, on aura tous les chromosomes qui seront rallongés. Plus le chromosome, bien sûr, il va être lent, plus on va détecter les anomalies chromosomiques. Donc, après la synchronisation, bien sûr, on peut utiliser soit le banding G ou bien le banding R. Sur cette image, c'est des bandes R. On le détecte directement par la coloration foncée au niveau du bras des télomères du chromosome. On a un code bien précis des techniques de marquage chromosomique. Ce code contient 3 lettres. Donc, 3 lettres. La première lettre pour le type de bande. La deuxième pour, c'est-à-dire la technique utilisée et troisième colorant. Donc, on va prendre un exemple ici. Par exemple, GAG. G, la première lettre, c'est-à-dire c'est des bandes G. Le A, c'est la technique utilisée, action de la solution saline acétique. Et le G, la troisième lettre G, c'est la coloration OGMSA. On peut prendre un autre exemple, RBA par exemple. Donc, première lettre, c'est les bandes R. Le B, en général, c'est BRDU. Donc, c'est une synchronisation. Et la troisième lettre, coloration à l'acridine orange. Je vous remercie pour votre attention.